l'économie de la connaissance est en gestation, il faut bien comprendre ça. Mais l'être humain échangeait des savoirs bien avant d'échanger des matières premières ou des biens agricoles. Le feu, c'était de la connaissance. Les êtres humains échangeaient le feu entre tribus, et c'était un savoir. Donc l'économie de la connaissance, elle a toujours été là. Et elle est toujours là maintenant. Il n'existe aucune économie qui se produise sans connaissance. Ça n'existe pas, ça. Aucune économie ne peut exister sans connaissance. Donc l'économie de la connaissance, elle a toujours été là. Mais comme on est un peu, en quelque sorte, des primates, enfin on est des primates bien sûr, mais notre cerveau a tendance à voir uniquement le monde matériel. Notre cerveau voit en priorité le monde matériel. Parce que l'évolution nous a quand même sélectionné sur notre capacité à voir le monde matériel en priorité. C'est le monde matériel qui nous nourrit, et c'est le monde matériel qui peut nous tuer. Donc notre cerveau doit faire des efforts pour voir la dimension immatérielle d'une situation. Mais cette dimension existe, elle a toujours existé. Alors, pour bien comprendre évidemment l'économie de la connaissance, j'ai un message très important. En fait, je suis très honnête avec vous, je n'ai pas de message plus important que celui qui va s'afficher dans cette petite bulle. Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, religieuse, ce que vous voulez, toute révolution, si c'est une révolution, passe forcément par 3 étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et finalement, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Prenez le droit de vote des femmes, par exemple. Ouais, statistiquement, dans une salle de 200 personnes, il y a toujours quelqu'un pour faire « Non, c'est encore ridicule aujourd'hui ». Vous trouverez une cagette de tomates mûres sous vos sièges. Mais bon, c'est vrai que 1789, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la citoyenne dans tout ça, non écoute Bobonne, j'ai du boulot, laisse-moi tranquille. Bon. Olympe de Gouges, ouais, il y a eu un ouais là. Olympe de Gouges, cela dit, est décapité déjà, donc on est en train de rentrer dans le monde du dangereux, mais au 19e siècle, début 19e, il est clair que quand une femme disait si on votait, tout le monde rigolait, quoi. Et fin 19e, 1889, là c'est dangereux, qui va garder les gosses et faire la vaisselle. Parce qu'au bout de 100 ans, les hommes ont commencé à se poser les vraies questions. Elle vous fait pas rire cette vanne. Et du coup, les suffragettes, on les torture, on les psychiatrise et on les tue, quoi. Bon. Et puis aujourd'hui, les femmes votent. So what? C'est complètement évident. À part pour certains pays à qui on file la Légion d'honneur. Ah, celle-là aussi, elle vous crispe un peu. Alors, si vous me cherchez, vous me trouverez dans le bar SM le plus proche. Bon, l'économie de la connaissance, elle est comme... elle a ridicule, dangereux, évident, si vous voulez. Parce que imaginez une économie déjà où tout le monde est né avec du pouvoir d'achat, c'est complètement délirant. Imaginez une économie où tout le monde a du pouvoir d'achat à la naissance, quoi. Imaginez une économie où le chômeur a plus de pouvoir d'achat que le salarié. Imaginez une économie qui maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Ça veut rien dire, mais on va le démontrer quand même. Et ça, c'est ridicule pour l'instant, ce que je vous dis. Alors, l'économie de la connaissance, elle est très intéressante pour une raison assez simple, en fait. Pourquoi la pratiquer déjà? À quoi ça sert d'en faire? Pourquoi vous m'écoutez après tout? J'ai commencé par Apple, je vous ai dit qu'ils étaient pleins aux as alors qu'Apple ne vend pas de pétrole. On est d'accord que Apple a le PIB du Qatar, mais n'est pas sur une nappe de pétrole. Et Bagdad était beaucoup plus riche avant le pétrole qu'après. Donc pourquoi faire de l'économie de la connaissance? Ça tient en une phrase, et c'est que la connaissance, comme la connerie, elle est infinie. Et j'en sais quelque chose. Mais... Bon, alors, en général, il est quand même plus dur de faire de l'argent sur la connerie que sur la connaissance, mais je laisserai cette phrase à votre appréciation. Mais il est vrai que, encore une fois, il n'y a rien de matériel qui soit infini. Ça n'existe pas. Tout ce qui est tangible est fini. C'est dans cet univers qui est très grand mais qui est fini, tout ce qui est tangible est fini. C'est comme ça. Donc il n'y a rien de tangible et d'infini, ça n'existe pas. Tout ce qui est matériel est forcément fini. Par contre, dans le monde immatériel, on peut avoir de l'infini. Si vous creusez un puits de pétrole, au bout d'un moment, vous touchez le fond. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais au bout d'un moment, vous touchez le fond. Si vous creusez un puits de connaissance, à quel moment vous pouvez dire « j'ai touché le fond » ? À quel moment vous pouvez dire « ça y est, j'ai extrait toute la connaissance possible et imaginable » ? Cet événement, il n'arrivera pas, parce que si on remplace, par exemple, connaissance par logiciel, si vous creusez un puits de logiciel,
Bah, mathématiquement, il n'y a aucun moment où vous allez pouvoir avoir écrit tous les logiciels possibles. C'est l'ensemble de tous les logiciels possibles, c'est un ensemble infini. Et les logiciels, ce n'est qu'une sous-partie de la connaissance mondiale. Donc quand on fore du pétrole, bah, au bout d'un moment, on touche le fond. Quand on fore de la connaissance, on ne touche jamais le fond. Le seul moyen d'arrêter de produire de la connaissance, bah, c'est d'arrêter de forer. Mais la nappe, elle s'épuisera jamais. Alors évidemment, c'est théorique ce que je suis en train de vous raconter, ça n'a pas l'air très concret. Mais si je vous dis qu'un pays dont l'économie est basée sur la connaissance peut être beaucoup, beaucoup plus riche qu'un pays dont l'économie est strictement basée sur les matières premières. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous pouvez croire la Corée du Sud. La Corée du Sud, chaque année, ils exportent plus que la Russie. Plus que la Russie. C'est-à-dire qu'ils ont 3 fois moins d'habitants que la Russie et 171 fois moins de territoire. On peut mettre 171 fois la Corée dans la Russie. Et avec 3 fois moins d'habitants et 171 fois moins de territoire, les Coréens exportent 20% de plus que les Russes chaque année. Et les Russes, ils ont tout en matière première, tout. Pétrole, gaz naturel, bauxite, strontium, uranium, platine, or, diamant, mannequin. Il y en a qui se sentent coupables d'avoir rigolé à celle-là. Ils ont tout ce qu'il faut, mais les Coréens, ils n'ont rien, pour le coup, sur le plan minier, c'est zéro. Ils exportent 20% de plus que les Russes chaque année. Bah pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous vendent, les Coréens? Des smartphones, des disques durs, des lasers, des systèmes de guidage satellite, des moteurs de bateaux, des logiciels, bien sûr, à tour de bras, et puis des nouvelles techniques agricoles aussi. Ce sont les meilleurs cultivateurs d'algues au monde, ils cultivent la mer, les Coréens. Et alors, ils ont eu un ministère de l'économie de la connaissance. C'est le seul pays au monde qui a eu un ministère de l'économie de la connaissance, autonome, régalien. Et au bout d'un moment, ils l'ont appelé ministère de l'économie tout court, puisque de toute façon, ils ne faisaient rien d'autre. Et quand ils veulent faire de la robotique une grande cause nationale, ils ne font pas des manuels scolaires, ça fait chier tout le monde, ça. Ils font un parc d'attractions, Roboland, dont vous voyez la mascotte ici, Ubo Einstein. Et j'adore parce que Einstein, il n'est pas coréen. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'exception culturelle coréenne? Oh, elle taquine celle-là. Alors, l'économie de la connaissance, elle est régie par des lois très simples en fait, mais qui changent tout. D'abord, les échanges de savoir sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous donne 20 €, ils ne sont plus à moi. Si je vous donne 20 €, ça fait moins 20 pour moi, plus 20 pour vous. On appelle ça un échange à somme nulle, parce que moins 20 plus 20 égale 0. Si je vous donne 20 €, ils sortent de mon portefeuille. Si je vous donne de la connaissance, elle ne sort pas de ma tête. Hein. Là, je suis en train de vous donner de la connaissance, elle n'est pas en train de sortir de mon cerveau. Hein. Alors que bon, si la connaissance sortait de mon cerveau à chaque fois que je fais une conférence, vous auriez une aubergine à la parmigiane en face de vous. Là. Il y en a qui ont vraiment douté. Hein. C'est pas très sympa. Mais il est clair que quand on donne un savoir, on peut le redonner. Hein. Le feu, on peut le donner plusieurs fois. Alors que 20 €, si on est honnête, on ne peut pas le donner plusieurs fois. Alors, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Hein. C'est une théorie qui a été lancée par Serge Choudoplatov chez IBM en 84. Maintenant, en économie, ça s'appelle la non-rivalité des biens immatériels. Tenez-vous-le pour dit. Mais j'aime bien cette idée. Quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Si je partage une pizza avec vous, la part individuelle de pizza va être inversement proportionnelle au nombre de gens. Plus il y a de gens dans l'amphi, moins il y a de pizza. Bon. Parce que la part, c'est 1 divisé par le nombre de gens. Bon. Mais si je partage avec vous une pizza de connaissance, et c'en est une, la part individuelle de cette pizza ne dépend pas du nombre de gens. Si on fait rentrer 50 personnes dans l'amphi en plus, ça ne va pas faire une part de cette pizza en moins. Quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, deuxième règle, les échanges de connaissances ne sont pas instantanés. Oui, c'est tout bête, hein, mais un transfert de propriété, c'est instantané. Transférer 20 € ou 20 millions d'euros, c'est une signature sur un chèque, c'est instantané. Et c'est tellement instantané qu'aujourd'hui, il y a du trading haute fréquence, hein, dont la limite légale est la nanoseconde. Ça veut dire qu'on a le droit d'échanger un sac de riz sur les marchés financiers 1 milliard de fois par seconde. Mais dans la connaissance, c'est pas possible. Cette conférence, elle prend du temps. Je ne peux pas vous la donner en une nanoseconde. Elle prend du temps. Donc les échanges de connaissances prennent du temps. C'est plutôt une mauvaise nouvelle par rapport aux échanges de propriété. Enfin, les combinaisons ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends 20 € et 20 € et que je les mets ensemble, ça fait 40 €. C'est linéaire. 20 plus 20 égale 40.
Si je prends un sac de riz et un autre sac de riz et que je les mets ensemble, ça fait 2 sacs de riz, c'est linéaire, 1 plus 1 égale 2. Bon. Mais si je prends un sac de connaissances et que je le mélange avec un autre sac de connaissances, bah, ça ne fait pas 2 sacs de connaissances, ça en fait 3. Parce qu'à chaque fois qu'on regroupe 2 connaissances, on crée systématiquement une tierce connaissance, qui est au pire triviale mais non nulle, et au mieux révolutionnaire. Alors ça donne cette petite équation toute mignonne, et je sens que je vais devoir faire une parenthèse. Je suis un geek, hein, donc pour moi les équations c'est mignon, personne n'est parfait j'ai envie de dire, mais en fait tout le monde peut la comprendre cette équation. Cela dit, il faut bien comprendre, alors là c'est justement c'est en euros, ça s'appelle l'impuissance apprise. On peut démontrer aujourd'hui qu'il y a certaines personnes, on les a tellement dégoûtées des mathématiques que quand on leur montre une équation, il y a une partie de leur cerveau frontal qui s'active qui dit en gros « n'essaie même pas ». Sans qu'il y en a qui se sentent concernés. Alors, dites à cette partie de se taire bien sûr, et en fait tout le monde peut la comprendre cette équation, elle dit juste savoir, K c'est pour savoir, hein, knowledge en anglais, savoir A et B, le triangle c'est juste et, hein, savoir A et B ensemble, dans la même parenthèse, c'est plus que savoir A et savoir B dans 2 parenthèses séparées. Et ça c'est super intuitif quand on y réfléchit bien, parce que si vous remplacez A par étalon et B par jument, on est d'accord que avoir un étalon et une jument dans le même enclos, tôt ou tard, ça vous fera plus que s'ils sont dans 2 enclos séparés. Or, la connaissance, elle est comme ça, la coquine. Elle fait des petits. Elle est prolifique. Quand on met des bouts de connaissances ensemble, ils ont une descendance. C'est ça toute la propriété de la connaissance, qu'on appelle d'ailleurs la prolificité. Alors, cette équation est tellement vraie qu'elle était connue dans l'Antiquité, hein. La bibliothèque d'Alexandrie, c'était basé sur cette équation. Faire une seule bibliothèque qui rassemble tous les savoirs plutôt que plein de petites bibliothèques séparées, eh bien, effectivement, c'était basé sur ce principe. Et ça, c'est l'équation de Wikipédia. Et elle est tellement vraie, cette équation, que les Américains ont fait un wiki du renseignement. Ça s'appelle Intellipédia. C'est un vrai wiki. Alors, évidemment, il faut être accrédité, ils suivent les adresses IP, tout ça, mais c'est un Wikipédia de la CIA, il existe. Cherchez ça, Intellipédia. Ils se sont rendus compte, bien sûr, que quand on mettait des bouts de connaissances ensemble, eh bien, on créait plus de connaissances. Pourquoi? Parce que, comme disait Rumi, grand poète soufi du XIIe siècle, la vérité est un miroir brisé. Et chacun en possède un petit morceau. Et comme on a un ego, on a tendance à croire que notre morceau de vérité est plus important que celui du voisin. Comme on a un ego, on a tendance à croire que notre morceau de vérité représente le tout. Voilà, ma vérité, c'est toute la vérité, cherche pas. Et comme on a un ego, on a aussi tendance à croire que si on donne notre morceau de vérité, on va perdre en statut social. C'est comme ça. Si je vulgarise trop, bah, finalement, ça sera moins impressionnant ce que j'apprends, parce que tout le monde le saura, et donc je serai moins un moine respecté dans la société. Bon. Dites-vous bien que l'ego est le premier destructeur de valeur dans un projet. Du coup, vous avez 2 types d'entrepreneurs ou de porteurs de projet. Le bon entrepreneur, disons par exemple le bon patron, bah, c'est celui qui met son ego au service de sa boîte. Le mauvais, c'est celui qui met sa boîte au service de son ego. Je pourrais vous citer des noms, mais je ne suis pas là pour ça. Et alors je sais que c'est crispant ça, mais vous prenez même l'épopée napoléonienne. Quand ça monte, il est en train de mettre son ego au service de la France, et puis quand ça descend, il est totalement en train de mettre la France au service de son ego. Dites-vous bien que l'ego est le premier destructeur de valeur dans un projet, et que ce projet soit une PME ou une république. Ah, je vous ai dit, là, c'est le Martinet. Je ne cite personne. Mais non, mais en plus, c'était pas le sujet. Mais si vous voulez flinguer un projet rapidement, mettez un type qui met son ego, qui met le projet au service de son ego. Et ça, c'est valable pour une association, pour n'importe quoi. Même si le type est compétent en ce que vous voulez, s'il commence à mettre le projet au service de son ego, bah, vous savez que ça va couler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, mettons de côté maintenant ce passage tout à fait crispant. Savoir A et B ensemble, c'est plus que savoir A et B séparément. Mais pour moi, la plus belle dimension de l'économie de la connaissance, c'est la structure de son pouvoir d'achat. Et je vais vous le faire deviner. C'est pour ça que j'ai laissé la slide vide. Là, on est en train de réaliser une transaction, la mine de rien. On fait de l'économie de la connaissance, là. Puisque je suis vendeur et vous êtes acheteur. Là, je suis en train de vous donner de la connaissance. Et vous me donnez 2 choses en échange, là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que vous me donnez, là? De l'attention et quoi d'autre? Du temps. Ce qui sont des ressources vachement précieuses quand on y réfléchit bien. Alors la critique, c'est pas obligatoire. On peut acheter de la connaissance sans donner de critique, juste en lisant le livre et sans donner de retour. Donc le feedback, tout ça, ça peut, mais c'est pas le strict nécessaire. Le strict nécessaire pour acheter un savoir,
C'est parce que c'est vraiment sine qua non. Sans ces deux choses-là, on ne peut pas acheter de savoir, et c'est l'attention et le temps. Alors, ça donne cette autre équation toute mignonne, que j'ai découverte à Stanford en 2009, et qui dit, alors pareil, bon, elle est super simple en fait, hein. Elle dit, le flux de connaissances, donc phi de k, ça veut dire le flux de connaissances, la connaissance échangée, la connaissance transférée. La connaissance transférée, là, maintenant, tout de suite, dans votre tête, elle est proportionnelle, le petit signe au milieu veut juste dire proportionnel, au produit de l'attention et du temps que vous aurez dépensé. La connaissance qui va rentrer dans votre tête est proportionnelle au produit de l'attention et du temps. Alors, pourquoi c'est un produit déjà? Parce qu'en mathématiques, un produit, c'est pas n'importe quelle opération. C'est la seule opération où si l'un des deux vaut 0, le tout vaut 0. Hein, c'est la grande propriété du produit, ça. L'addition, ça ne marche pas, par exemple. Hein. Si l'un des deux vaut 0 sur une addition, le tout ne vaut pas forcément 0. Mais dans le produit, si l'un des deux vaut 0, le tout vaut 0. Bah, vérifions que c'est vrai. Si vous me donnez 30 minutes de votre temps, mais que pendant 30 minutes, vous êtes en mode musique de Barry White dans votre tête, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances. J'aime bien cet exemple, parce que statistiquement, il y a forcément une personne dans la salle là, qui va avoir « Let the music play » pendant une heure. Là. Vous sentez que ça monte ou pas, hein? C'est sale ce que je fais quand même. Si vous me donnez par contre, si vous me donnez toute votre attention, mais 2 secondes, il n'y aura pas de transfert non plus. Donc on voit bien qu'il faut payer les deux. Attention multipliée par temps. Ce qui signifie que la monnaie de l'économie de la connaissance, hein, ce n'est pas l'heure, c'est l'at. Et un at, c'est 1 heure à attention maximale. Et attention maximale, c'est super facile à définir, c'est quand vous êtes tellement pris par ce que vous faites que vous ratez votre station. Quand vous êtes tellement pris par un bouquin que vous ratez votre arrêt, par exemple, bah, ça veut dire que vous êtes à attention égale 100%. Et quand vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête, il y en a un dans la salle, je suis sûr, là, comme ça, je t'écoute pas, eh bien, ça c'est attention égale 0. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'heure hein, qui est la monnaie de l'économie de la connaissance, c'est l'heure à attention maximale. Et oui, il n'y a que l'école pour croire que c'est l'heure, la monnaie de l'économie de la connaissance. Vous ferez 3 heures d'anglais par semaine. Oui, mais 3 heures d'anglais, c'est pas 3 at. Si l'école était compétitive pour capter l'attention, ça se saurait. Alors, elle peut l'être, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Elle pourrait l'être pour plein de raisons, mais le fait d'être obligatoire fait qu'on se bat pas pour essayer de capter l'attention, entre autres. Alors qu'au départ, ce qui est très marrant, c'est que l'école était obligatoire pour les parents. Hein. L'instruction était obligatoire pour les parents. Les enfants, ils voulaient y aller. Hein. Quand ils avaient le choix entre emballer des bottes de foin et aller écouter la vie de Jules César, le calcul était vite fait. Hein. C'est les parents qui ne voulaient pas laisser les enfants aller à l'école. Mais maintenant, l'école est obligatoire pour les enfants. On a un peu oublié cette histoire. Mais l'instruction obligatoire, hein, au départ, c'était pour les parents. C'est eux qui ne voulaient pas laisser aller les enfants, parce qu'ils ne trouvaient pas l'intérêt d'aller apprendre la vie de Jules César pour emballer des bottes de paille. Alors, cette équation, elle est très belle, elle a plein de conséquences complètement dingues. La première, c'est que si votre pouvoir d'achat, il est en at, eh bien, on est quand même obligé de remarquer que le chômeur a un pouvoir d'achat supérieur au salarié. Son revenu mensuel en at est supérieur à celui qui travaille. Et puis également, le petit Somalien, il n'est pas né avec 1000 $ en poche, mais il est né avec de l'attention et du temps. Alors, évidemment, l'accès au supermarché n'est pas garanti. C'est-à-dire que le petit Somalien n'a pas le même accès aux distributions de connaissances que nous, même si Internet est en train un peu de rendre ça plus équilibré. Mais tout le monde est né avec de l'attention et du temps, alors que tout le monde n'est pas né avec 1000 $. Donc dans l'économie classique, tout le monde n'a pas de pouvoir d'achat à la naissance, mais dans l'économie de la connaissance, tout le monde est né avec du pouvoir d'achat. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais pour moi, la plus belle nouvelle de tous, c'est la condition à laquelle on maximise son pouvoir d'achat. Comment ça s'appelle quand on donne toute son attention et tout son temps à une personne? Comment on appelle ce phénomène? L'amour. Exactement. Quand on aime quelqu'un, on a envie de donner un maximum d'at à cette personne. Notre volonté de dépenser des at tend à augmenter. Et d'ailleurs, notre capacité attentionnelle tend à augmenter quand on aime quelque chose. Quand on aime quelque chose, il se passe 2 choses. La barrière d'entrée diminue. C'est-à-dire que si vous aimez un domaine, je ne sais pas moi, le golf, les maths, la physique quantique ou la peinture, l'envie de vous y mettre baisse. Le besoin d'envie pour vous y mettre, l'envie de vous y mettre augmente. L'effort pour vous y mettre baisse. Donc la barrière d'entrée diminue quand on aime un secteur. Et la barrière de sortie augmente. Ce qui est assez génial, hein, parce que le cours idéal, c'est un cours où on n'a pas besoin de faire des efforts pour y aller et où on a besoin de faire des efforts pour en sortir. Ça, c'est le cours idéal. Hein. Ben, quand on aime quelque chose, c'est exactement ce qui se passe. La barrière d'entrée baisse et la barrière de sortie augmente. Hein, alors qu'à l'école, c'est le contraire. En général, la barrière d'entrée est forte, la barrière de sortie est très faible. Regardez ces séries américaines, dès que la sonnerie sonne, tous les élèves se barrent de la classe.
parce que la barrière de sortie est très faible. Alors, c'est pas moi qui l'ai découvert ça, bien sûr, hein, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il écrivait dans le Codex Atlanticus, la meilleure façon d'apprendre quelque chose vite et bien, c'est l'amour. Parce que si vous aimez quelque chose, vous allez vous y mettre de façon forcenée, vous allez avoir un niveau attentionnel très élevé et vous allez porter une grande attention aux détails. Ce qui signifie donc que l'économie de la connaissance maximise littéralement le pouvoir d'achat des amoureux. Je vous avais dit qu'on le démontrerait. Et là, normalement, je lâche le micro, puis je me barre. Alors, évidemment, juste en dessous l'amour, il y a l'addiction. Hein, et oui, tout amour est addictif, mais toute addiction n'est pas forcément amoureuse. Je vous laisse méditer là-dessus, 5 minutes. Hein. Si vous voyez un cas qui vous revient dans votre vie personnelle. Du coup, il y a des médias qui sont très, très, très puissants pour capter l'attention et le temps, et ces médias, ce sont les jeux. Hein. Et c'est connu depuis l'Antiquité, ça. Hein. Quand les Grecs voulaient avoir la paix, ils faisaient les Jeux Olympiques. Ça captait l'attention de toutes les villes de la sphère hellénistique qui autrement se mettaient sur la gueule tous les 6 mois, et on avait la paix. Donc c'est connu depuis l'Antiquité que le jeu capte l'attention et le temps. Et le jeu, par exemple, je sais pas, quand une chaîne de télé veut vendre un encart publicitaire, on est d'accord qu'ils mettent pas un cours au Collège de France. Hein. Ils mettent un jeu. Ou bien un jeu télé, ou bien du foot, qui reste un jeu. Et on est d'accord aussi qu'une finale de Coupe du Monde capte beaucoup plus dates que tout le monde universitaire en 10 ans. Et c'est pour ça qu'un joueur de foot est beaucoup mieux payé que moi. Rigolez pas, c'est pas censé être drôle. Hein. Alors, il y a des médias donc, qui captent très bien l'attention et le temps. Et ça sera ma conclusion. Ces médias, ce sont les jeux. Vidéo, notamment. Oui, j'avoue, je me suis fait plaisir sur l'image. Alors, bon, c'est un jeu vidéo, mais en fait, il suscite tellement d'enthousiasme qu'il y a des concours de gens qui se déguisent en personnages du jeu. Hein. On appelle ça des cosplays. Et il y a des conventions et tout. Donc ce jeu s'appelle World of Warcraft. Et la question à se poser, c'est, à votre avis, combien de temps l'humanité a passé sur ce jeu? Si on met bout à bout toutes les heures, ça va chercher dans les combien? Allez, qui pense que c'est l'âge des États-Unis d'Amérique? 240 ans. Plus, moins? Qui pense que c'est l'âge de la France? 1500 ans. Plus? Qui pense que c'est l'âge de la civilisation, 15 000 ans? Et oui, parce que malgré ce qu'on pourrait croire, l'âge de la civilisation est en fait supérieur à l'âge de la France. Quand je la fais aux États-Unis, c'est la standing ovation direct. Les gars, ils votent pour vous, c'est... 15 000 ans, c'est beaucoup quand même, hein? Plus ou moins? Qui pense que c'est l'âge de l'humanité, 200 000 ans? Ouais, plutôt. Hein. Régalez-vous. De 2004 à 2014, l'humanité a accumulé 7 millions d'années sur World of Warcraft. Si on revient au début de la présentation, c'est 50 fois toutes les heures travaillées chez Apple depuis 1976. Si vous mettez toutes les heures travaillées chez Apple, plus leurs contractants, un 50e. Alors évidemment, si je vous disais qu'on pourrait peut-être un jour avoir le PIB du Qatar en jouant à un jeu vidéo, c'est ridicule, non? Hein? Les jeux vidéo, si la connaissance c'est le nouveau pétrole, les jeux vidéo c'est le nouveau pipeline. Enfin les jeux, pas que vidéo. Par exemple, il y a une mère qui voulait apprendre la classification périodique à ses enfants. Donc la liste des atomes. Bon, c'est pas gagné, hein. Moi je la connais pas par cœur, tous les atomes. Hein. Mais là, c'est des enfants de 7 ans, quoi, hein, 7-8 ans. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait une bataille navale sur la classification périodique. Donc au lieu de prendre une grille normale, elle a mis la liste des atomes, et au lieu de dire B12, B13, les gamins disaient uranium 235. En 5 jours, ils connaissaient la classification périodique par cœur. À méditer. Et allez, pour conclure, j'aimerais me livrer à une petite expérience avec vous, s'il vous plaît. Si vous voulez bien, j'ai parlé un petit peu, j'ai un peu excédé mon temps. Alors j'aimerais que vous vous leviez, s'il vous plaît, pour faire une petite expérience. Levez-vous, ça vous dégourdira les jambes. Et puis j'ai causé comme un con depuis tout à l'heure, alors je pense que c'est quand même bien que vous puissiez vous dégourdir un peu les jambes. Ça, vous êtes tous debout, parce que je vois pas bien, là. C'est la petite expérience. Bon, et ben vous tous, là, vous tous debout, vous savez ce que c'est? C'est la façon la plus fourbe d'avoir une standing ovation, bien sûr. Merci.